ici devant vous pour parler de nos graves préoccupations par rapport à l'inversion de la ligne d'Enbridge pour le transport pétrolier vers l'est du Canada à travers le territoire québécois et surtout en dessous de ces milliers de rivières avec des risques importants pour la santé des populations. Nous accueillons à l'Assemblée nationale aujourd'hui Mme Lorraine Caron, qui est PhD, qui a travaillé pendant de nombreuses années pour le gouvernement, en fait, pour ce qui est devenu plus tard l'INES, pour l'évaluation des technologies dans le domaine de la santé. Et elle est spécialisée dans l'étude et l'analyse de l'information scientifique pour aider à des décisions publiques. Et comme c'est une citoyenne de la région de Vaudreuil-Soulanges, qui sont véritablement qui constituent la vigilance qu'exercent sur notre territoire les gens pour savoir qu'est-ce qui arrive à notre territoire, puis à son usage, puis les risques que ça représente pour notre population. Il suffit juste de se rappeler à quel point le pétrole pourrait être dangereux. Rappelons-nous du Mégantic. Donc, Madame Caron est ici pour donner son évaluation du rapport qui a été déposé par le ministre aujourd'hui même en Chambre sur l'unité de vigilance qui avait été mise sur pied par la Commission de l'agriculture lorsque la Commission, contrairement à ce que Québec solidaire recommandait, les autres partis ont accepté l'inversion de la ligne d'Enbridge, ont imposé un certain nombre de conditions dans lesquelles il y avait cette unité de vigilance, mais qui déçoit énormément. Merci, M. Kadir. Bonjour, mon nom est Lorraine Caron et je viens de Vaudreuil-Soulanges, je viens de Saint-Lazare et dans la région de Vaudreuil-Soulanges, 60% de la population s'alimente en eau potable avec les eaux souterraines. Donc, c'est un élément très important pour nous parce que les risques d'un oléoduc qui traverse finalement notre région et qui peut comporter des fuites importantes qui sont difficiles, indétectables finalement parce que le pipeline est sous la terre, ce sont des éléments très importants de risque pour nous. C'est sans compter que l'oléoduc traverse la rivière des Outaouais. Et la rivière des Outaouais, selon les données d'Enbridge, il y aurait possiblement, s'il y avait une rupture majeure au niveau de la rivière, 957 000 litres de pétrole en 13 minutes qui pourraient s'y déverser. Donc ça pourrait compromettre l'alimentation en eau potable d'une grande partie de la population du Grand Montréal, au-dessus de 2,5 millions de personnes. Donc, aujourd'hui, le ministre Arcan a déposé en Chambre le rapport de l'unité de vigilance permanente sur les hydrocarbures, unité qui avait pour mandat d'examiner les 18 recommandations, en fait les 17 autres recommandations de la CAPERN au sujet pour finalement arriver à une forme d'acceptabilité sociale de ce projet-là. Mais d'après ce que nous avons pu constater, les recommandations de la CAPERN, l'unité n'a pas renforcé ces recommandations d'une façon satisfaisante. Je fais partie d'un groupe qui s'appelle les Citoyens au courant. Nous sommes un groupe de citoyens qui avons comme objectif d'informer nos concitoyens ainsi que les élus municipaux, les élus au niveau du Québec également, au sujet des risques. Et ce qui semble ressortir du rapport de l'unité de vigilance, c'est que on considère que les risques ne sont pas augmentés du fait de l'inversion du flux. Et j'aimerais signaler que nous avons, dès le mois de mars dernier, nous avons transmis un ensemble d'informations au sujet des risques du projet à l'unité de vigilance permanente sur les hydrocarbures. Et nous aimerions répondre à cet effet-là, qu'il n'y a pas de risque augmenté. Je crois que les risques sont très importants. Nous avons parlé de risques de fuite lente, surtout que les systèmes de détection à distance de la compagnie Enbridge qu'il emploie sur son pipeline ne permettent pas de détecter des fuites de moins de 588 litres à la minute. Donc ça, c'est très important parce que ça peut laisser échapper jusqu'à 1,5% du volume de pétrole transporté sans qu'on puisse savoir. Les autres méthodes pour détecter les fuites, c'est de la surveillance aérienne, c'est de l'inventaire avant et après, mais c'est quand même un risque important
pour notre eau souterraine, pour nos terres agricoles. On a parlé du risque de déversement majeur dans la rivière Outaouais, mais il y a également d'autres éléments. Les autres éléments, c'est qu'il n'y a pas juste l'inversion du flux de l'écoulement du pétrole qui est un changement. D'autres changements sont importants. Le volume, on parle de 300 000 barils par jour. On dit souvent qu'on va passer de 240 à 300 000. C'est faux. 240, c'est une capacité autorisée en 1997, mais ça reflète pas la capacité réelle qui s'est passée dans les dernières années. On devrait plutôt penser à 64 000 barils par jour. C'était les données d'Enbridge au cours des années 2009-2010, lors des dernières années d'opération. Donc, il va y avoir une augmentation très importante parce que présentement, la canalisation est vide. Elle est vide depuis environ 17 mois. Elle est inactive depuis que l'autre partie du tronçon a débuté le transport du pétrole. Et donc, on peut partir de 0 jusqu'à 300 000 barils par jour. Un autre élément important, c'est de changement qui, à mon avis, est important pour les risques, c'est qu'on a plusieurs types de pétrole qui vont être transportés dans cette canalisation-là. Pas seulement du pétrole léger, mais du pétrole issu des sables bitumineux, du pétrole de schiste issu du Dakota du Nord. Et ça fait en sorte qu'il va y avoir des changements, des variations dans les cycles de pression dans ce oléoduc-là. Et ces variations-là, il faut en prendre compte parce que même si la pression maximale de service autorisée en 97 ne sera pas dépassée, au cours des 10 dernières années, la pression maximale qui a été atteinte est très loin des pressions maximales autorisées. Donc, il y a un élément nouveau à cet effet-là. Un autre élément nouveau, c'est que finalement, au niveau des éléments nouveaux, non, c'est faux, il n'y a plus rien. Mais ce que j'aimerais amener, c'est la question des tests hydrostatiques. Parce que les citoyens au courant, ce qu'on a fait depuis 2013, nous avons premièrement préparé un mémoire que nous avons envoyé à l'Office national de l'énergie au sujet de ce projet. Nous avions également déposé un mémoire pour la Commission de l'agriculture des pêcheries, donc pour le rapport de la CAPERM. Et finalement, nous avons fait une campagne de mobilisation des élus municipaux en faveur des tests hydrostatiques. On a eu plus d'une vingtaine de municipalités. Les 6 MRC le long du tracé de l'oléoduc ont toutes exigé un test hydrostatique. La communauté métropolitaine de Montréal a exigé les tests hydrostatiques. Maintenant, on arrive avec une unité de vigilance qui ne se prononce pas sur les tests hydrostatiques, qui dit qu'il faut être prudent et qui présente le débat comme étant une opposition entre les experts et d'autres groupes de citoyens. J'espérerais que Mme Marie-Claude Nichols et que Mme Lucie Charlebois, qui sont mes députés dans ma région, que Mme Nichols, qui fait partie de cette unité de vigilance, parle à M. Arcan et lui explique que ce n'est pas un débat à opposer entre des experts et des citoyens. M. Richard Kuprovitz, un expert américain en sécurité de pipeline, avait exigé ces tests-là. Donc, les tests hydrostatiques sont effectivement très importants et nous souhaitons que l'Office national de l'énergie prenne enfin une décision là-dessus. Ça fait 6 mois qu'elle a toutes les données pour les prendre et que Québec, finalement, nous supporte et supporte ces municipalités comme la CMM le fait. Je vous remercie. Peut-être juste avant d'aller plus loin avec d'autres questions, pouvez-vous juste me résumer un test hydrostatique, en quoi ça consiste exactement? Oui, c'est un test de pression à l'eau. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on prend un tronçon du pipeline, on ferme ce tronçon-là, on injecte de l'eau, on augmente la pression jusqu'à peu près 25% au-dessus de la pression maximale. Et s'il y a des petits trous de corrosion, des fissures qui n'ont pas été détectées par les systèmes d'inspection interne, ça va fuir. Donc, la pression va descendre. Donc, on va être en mesure de savoir qu'il y a fuite. Alors, il va falloir aller trouver les fuites et les réparer. Et puis, ce qu'il faut rappeler, c'est que les systèmes d'inspection interne qu'Enbridge a utilisés pour vérifier l'intégrité de la canalisation ne permettent pas de détecter les petits trous de corrosion. Donc, c'est d'autant plus important de faire ce test-là pour valider tous les autres tests qui ont été faits. Donc, de compléter finalement l'évaluation de l'intégrité du pipeline. Ce que ça démontre, c'est que Enbridge fait des tests parce qu'il se soucie des grosses fuites qui pourraient lui causer un tort parce que ça diminue la livraison de son pétrole. Mais les petites fuites qui sont autant nocives pour la contamination de l'eau et qui se produisent quand même à une échelle qui fait que 1% de 300 000 barils de pétrole, ça fait beaucoup de pétrole,
Et on sait qu'avec les hydrocarbures, la contamination de l'eau pour la santé des populations, c'est très dangereux. Il y a des substances cancérigènes dans ces produits-là. Oui. Ben, ça ne les intéresse pas, Enbridge. Or, dans la commission parlementaire, c'était une concession qui permettait un peu de sauver la face au Parti québécois, au Parti libéral et à la CAQ qui supportaient l'inversion. De dire qu'il faudrait quand même qu'il y ait des tests hydrostatiques parce qu'ils s'apercevaient bien que c'était un minimum à respecter. Et là, l'unité de vigilance nous dit que, dans le fond, non. Et c'est ça qui est terrible. C'est que, je viens d'obtenir la confirmation de Mme Caron, c'est que l'unité de vigilance, dans son rapport, arrive en dessous même des maigres demandes de la CAPERN, qui était une commission un peu qu'on a qualifiée de bidon parce que c'était une commission pour faire plaisir à Enbridge puis accepter son projet, finalement. Et, bon, vous avez parlé... Donc, l'inversion, puis l'inversion du flux pose un problème au niveau de la quantité, du volume qui va être acheminé. Donc, on passe de 64 000 à 300 quelques mille. Oui. Il y a également les types, les variations de pression, mais est-ce qu'il n'y a pas un élément aussi là, attaché au caractère corrosif peut-être du pétrole, des sables bitumineux qui pourrait accélérer là, la... C'est un aspect qui a été discuté. C'est un aspect qui suscite un peu un débat. Il y a des études qui ont montré que ce l'était moins. Il y a Enbridge qui dit que ça va être tellement dilué que ça ne sera pas vraiment corrosif. Donc, moi, je pense que c'est une possibilité parmi les autres éléments qui peuvent ajouter au risque. Je pense que vaut mieux, lorsque on n'a pas de preuves solides scientifiques, de faire preuve de prudence, puis d'assumer finalement, de prendre pour acquis que les risques peuvent être plus grands qu'ils ne sont. Et donc, moi, je pense qu'on devrait intégrer ça également dans le modèle. Mais ce qu'il faut dire au public, c'est que c'est un pipeline très vieux, qui a tout près de 40 ans. Et c'est le même pipeline qui a craqué à Kalamazoo, n'est-ce pas? Même dans type le de Minnesota. Construction. Hein? Au Michigan, dans la rivière. Kalamazoo, oui. Michigan. Oui. Puis je pense que c'était l'équivalent de 300 ou 400 000 barils de pétrole qui étaient... C'était 20 000 barils. 20 000 barils, 400 000 litres, chose comme ça. Enfin, oui. 20 000 barils de pétrole qui s'étaient échappés. Puis ça a été très difficile. Ça, je ne sais pas, coûté un montant faramineux. C'est 1,2 milliard de dollars. Que ça a coûté. Et plusieurs années, puis ils n'ont pas terminé. On n'a pas assez payé là, avec Mégantic. Là. Il faut qu'on se ramasse avec encore un problème pour un pétrole qui ne profitera pas aux Québécois. On est juste un territoire de transit. On va être des porteurs de pétrole. Hein? On nous prend pour des porteurs d'eau encore avec ce projet. Vous avez qualifié la commission, la CAPERN, je crois, de bidon. Si le baril. Si la commission elle-même était bidon et que le rapport de l'unité de vigilance n'atteint même pas ces recommandations, comment vous la qualifiez, cette unité-là? C'est terrible pour le Québec. Tous les mécanismes de contrôle qu'on s'attendrait de manière bienveillante exercés par nos autorités sont comme ça, vidés de leur sens, puis sont contournés. Il faut arrêter cette mise en vente de la santé de la population et de notre territoire au profit de l'industrie pétrolière canadienne puis de son lobby très puissant. Donc, c'est ça que je trouve. Complaisante. Absolument. On l'a dénoncé, si vous vous rappelez, il y a 1 an et demi, lorsqu'en commission, j'ai montré preuve à l'appui qu'on commet une erreur. Ça vient de prouver l'unité de vigilance mise en place était simplement pour acheter du temps. Et là, aujourd'hui, on se retrouve gros gens comme devant, avec une entreprise qui insulte l'intelligence des Québécois, qui méprise les processus de décision, parce qu'à la fin, ils nous ont dit, même en commission, que peu importe la décision du Québec, nous, on répond d'Ottawa, et qui nous prend pour acquis. Puis là, malheureusement, le gouvernement libéral s'est mis à genoux. Moi, je trouve personnellement que le ministre Arcan a abdiqué son leadership, sa responsabilité face à la sécurité des gens et à la protection de l'environnement dans ce projet-là. Je trouve que j'aurais aimé entendre davantage de promotion de la sécurité, en tout cas autant que j'ai pu entendre de promotion au niveau du projet. Je trouve que les demandes pour les tests hydrostatiques, pour moi, c'est le minimum que une unité ait pu
prendre toute l'information de la part du promoteur, mais qu'il n'ait pas, en ayant utilisé les données à jour, redemander une évaluation indépendante. Je trouve ça sidérant, parce que l'évaluation indépendante qu'il avait demandée avec le rapport de Dynamic Risk au mois d'avril 2014, il n'était pas basé sur tout l'ensemble des données. Les données, ils sont arrivées là au compte-gouttes après les audiences de l'Office national de l'énergie. C'est seulement à partir du mois de novembre dernier qu'on avait toutes les données en main pour véritablement prendre le pouls de ce projet-là puis d'évaluer les risques. Et je peux pas croire que l'unité, juste avec Enbridge, a été capable de faire un travail adéquat à ce niveau-là. Monsieur Arcan devrait être reconnaissant de la part des citoyens qui s'organisent comme des citoyens au courant, dont fait partie Madame Caron, qui apporte de l'information. Puis les citoyens ont la chance de compter sur elle, dont la spécialité même, comme docteur, comme PhD, c'est de donner aux décideurs publics les meilleures analyses, les meilleures preuves scientifiques pour décider. Et elle nous dit qu'on ne tient pas compte de ce qu'il faut tenir compte, qu'on ne fait pas les bons tests. Il me semble qu'il y a quelque chose, un message très fort que M. Arcan devrait entendre. Si je peux rajouter une petite chose. Si la question des tests hydrostatiques était si facile à trancher parce que les tests ne sont véritablement pas nécessaires, pourquoi l'Office national de l'énergie, après 6 mois, n'a toujours pas pris de décision à ce sujet-là? Parce que la question est encore en suspens. Donc, à quelque part, de dire que c'est seulement une opposition entre experts et municipalités ou experts et groupes environnementaux est une façon de se défiler. En fait, Enbridge fait énormément de lobbying pour éviter ça, pour éviter les tests. Parce que c'est l'essentiel de l'énergie actuellement. Là. Oui. Ils envoient du monde partout pour dire non, c'est pas nécessaire. Oui. Puis c'est bête, c'est vraiment bête et irresponsable qu'au Québec, notre gouvernement écoute Enbridge, qui est en conflit d'intérêts là-dedans, là. Enbridge devrait être le dernier, dont les arguments devraient être les derniers à être pris en compte. On devrait tenir compte des arguments des citoyens, des experts scientifiques, des comités de vigilance, citoyens, là, pas fantoches malheureusement, et surtout des organismes indépendants comme Greenpeace, comme les acteurs qui ont la bienveillance de s'occuper de la santé de la population. Merci. Merci.